Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Autriche a gagné 3-1 face à la Macédoine du Nord et les Pays-Bas ont gagné 3-2 face à l'Ukraine. On va être très sérieux, ce groupe-là promet. C'est un groupe, je dis bien, qui risque d'être très intéressant. Pourquoi? Parce que dans ce groupe-là, il n'y a que des équipes qui aiment jouer au football. Il n'y a que des équipes qui aiment jouer au football. Autant dans certains groupes, on se rend compte qu'il y a des équipes qui sont là pour défendre. Autant on va être sérieux. Aujourd'hui, la Macédoine du Nord, ils sont venus, ils ont perdu face à l'Autriche parce qu'ils ont voulu jouer au football. Je vais revenir là-dessus. L'Ukraine, ils étaient menés 2-0. Comme des guerriers, ils sont revenus 2-2. En fin de match, ils se font surprendre, ils perdent 3-2, c'est dommage, c'est vrai que ça fait mal, mais dans le football en tant que tel, les Ukrainiens ont été très intéressants. Et d'ailleurs, on va commencer par les Ukrainiens, on va commencer par Andrei Shevchenko, parce qu'Andrei Shevchenko, voilà, c'est un ballon d'or, c'est un grand joueur. Bon, moi, Shevchenko, en termes de joueur, sincèrement, j'étais pas un fan, parce que c'était le même temps que les Thierry Henry. La preuve, il a gagné le ballon d'or en 2004 devant Thierry Henry, après que Thierry Henry ait été invincible avec Arsenal et tout ça. On va pas refaire l'histoire, mais Shevchenko en tant que coach, c'est pas quelqu'un qu'on a l'occasion de voir souvent. On n'a pas l'occasion de voir souvent l'Ukraine jouer. Là, j'ai vu l'Ukraine jouer aujourd'hui et tactiquement parlant, ils m'ont vraiment plu. Le positionnement de Zinchenko au milieu de terrain a été énorme. D'ailleurs, Zinchenko, il a été sensationnel. Il a été au four et au moulin, un joueur extrêmement dangereux. Mais au-delà de cela, c'est le courage de Shevchenko qui m'a fait plaisir. Shevchenko, à un moment donné, il fait jouer Marlos. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur blessé. Dès le début du match, Marlos rentre. Mais Marlos, en tant que tel, c'est le même Marlos qui sort à la 60 et quelques minutes et qui rentre Chaparenko. Quand Marlos sort, pourquoi Marlos sort? Tout simplement parce que Marlos, il doit avoir un apport offensif conséquent, mais étant donné que son équipe est face à une équipe qui a la possession de balle, qui est capable de créer des décalages au milieu de terrain, il faudrait que Marlos aussi, il ait un repli défensif qui soit conséquent. Marlos n'a pas le volume de jeu satisfaisant pour Andrei Shevchenko. Qu'est-ce qui se passe? Il sort, remplaçant, remplacé, qui rentre? Chaparenko. Chaparenko, quand il rentre, mais vous voyez vous-même que la dynamique change. La dynamique change. Les Ukrainiens deviennent beaucoup plus, comment ça s'appelle, en contrôle du jeu. Ils deviennent de plus en plus dangereux. Ils réussissent à se projeter, à créer des fautes et à marquer 2 fois d'affilée. Donc franchement, on va être très sérieux. L'Ukraine, ils ont perdu 3-2 aujourd'hui face aux Pays-Bas. Mais sur le terrain, en toute honnêteté, non seulement mentalement, ils sont forts, mais en plus de ça, les Ukrainiens, je vous dis, ils ont un facteur important pour aller loin dans ce genre de compétition-là. Parce que pour aller loin dans ce genre de compétition-là, soit tu es un favori, un contender, c'est-à-dire que tu dois gagner le titre. Tu es les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, le Portugal, etc., l'Angleterre. Soit tu es quoi? Un outsider. Et quand tu es un outsider, il faut que tu sois fou. Un outsider qui n'est pas fou, il va pas loin. Et les Ukrainiens, ils ont l'air fous. Sur le terrain, ils ont été bons. Shevchenko n'a effectué que 2 changements face aux Néerlandais et je pense que la profondeur de banc de l'Ukraine va être quelque chose qui va leur poser problème au courant de la compétition. Yarmolenko, on le connaît. Franchement, Yarmolenko, c'est comme Arnautovic. C'est les boys là, ça fait longtemps on les connaît. Yarmolenko de Dortmund à West Ham, tout ça on le connaît. Il ne sait mettre qu'une seule frappe, la frappe qu'il a mis aujourd'hui enroulé pied gauche. C'est la seule frappe qu'il sait mettre. Mais Yarmolenko, je suis désolé, aujourd'hui si tu regardes bien, au moment où il marque son but, il est cramé, il est fatigué, il ne court plus. Il n'a plus d'énergie. Yarmolenko ne peut pas jouer 90 minutes de haut niveau comme ça. Nous qui regardons Yarmolenko constamment, on sait qu'il n'est pas capable de le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, franchement, les Ukrainiens, en termes de changement sur le banc, c'est compliqué. Shevchenko est obligé de tenir avec les joueurs qui sont sur le terrain. Je pense que s'ils avaient d'autres joueurs, s'ils avaient 2-3 Malinovski sur le banc, ils rentrent, les gars, peut-être qu'ils égalisent. D'un autre côté, les Néerlandais, si tu regardes bien, tu vois que Luuk de Jong, il rentre, Luuk de Jong, il marque à chaque finale d'Europa League avec Séville. Franchement, c'est un très bon joueur. Tu vois qu'il y a le boy Nathan Ake qui délivre la passe décisive, si je ne me trompe pas, pour Dumfries, qui rentre, qui est à Manchester City et qui est sur le banc. Tu vois qu'il y a le boy Veltman qui rentre. C'est-à-dire que quand même, on peut parler jusqu'à demain de Malen, etc. Les Néerlandais, ils ont un superbe banc. Et donc, du coup, quand même, qu'on le veuille ou non, en fin de match, la différence, à mon humble avis, elle se fait là, sur la fraîcheur des joueurs qui sont rentrés. Les Ukrainiens, ils ont tout donné pour égaliser, mais ils n'avaient pas ce qu'il fallait dans le coffre pour aller chercher la victoire. En parlant de coffre, il y a 2 joueurs qui ont été super extraordinaires, je dis bien sensationnels, appelez ça comme vous voulez, au milieu de terrain, au niveau des Pays-Bas. C'est qui? C'est Frenkie de Jong et c'est à côté Georginio Wijnaldum. Les 2 ont été sensationnels. Frenkie de Jong, franchement, c'est un grand joueur. On en a parlé toute la saison. Mais Frenkie, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Frenkie, on l'a mis. Frenkie, je vous l'ai dit.
Kevin De Bruyne, c'est 6 parce qu'il sait jouer 6, c'est 8 parce qu'il sait jouer 8, c'est 10 parce qu'il sait jouer 10. Kevin De Bruyne, 6, 8, 10, on en a toujours parlé. Frenkie de Jong, c'est 2, 6, 8, 10 parce que lui, c'est un défenseur central. Au-delà de ça, c'est un milieu récupérateur, c'est un milieu relanceur et en plus de ça, c'est un meneur de jeu. Frenkie de Jong, aujourd'hui, dans le même match, il nous a tout montré. Franchement, il nous a tout montré. Offensivement parlant, il a été excellent, il a été très, très débrouillard. À un moment donné, il a des crampes, mais malgré ça, il fait 2 étirements, il se lève, il redonne encore tout ce qu'il a, je dis. Donc Frenkie de Jong quand même, c'est un plaisir de le voir jouer, c'est un plaisir de le voir évoluer dans cette équipe-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, tu vois que les Pays-Bas, on peut parler jusqu'à demain, les gens critiquent Frank de Boer en disant que ouais, Frank de Boer, le 4-3-3, etc., les Pays-Bas doivent jouer en 4-3-3. Frank de Boer, c'est pas un grand coach. Franchement, c'est pas un grand coach. Par contre, c'est un Néerlandais. C'est pas un grand coach, mais c'est un Néerlandais. Donc c'est un Néerlandais qui est peut-être plus posé que Ronald Koeman. On va être très sérieux, franchement. Frank de Boer, je dis bien, on se rappelle de lui. Moi, la dernière fois que je me rappelle de Frank de Boer, c'était Crystal Palace. Il est venu, il a fait 5 matchs ou 6 matchs d'affilée, 6 défaites. Début de championnat. Début de championnat. Même Mourinho avait dit que De Boer, c'est le coach le plus nul, tout ça. Donc c'est pour dire que De Boer, c'est pas un très grand coach. Franchement, il a coaché des Eindhoven, tout ça. Mais derrière, Frank de Boer, aujourd'hui, il arrive avec un système défense à 3. Tu n'as pas Van Dijk, tu n'as pas De Ligt. Je suis désolé quand même, aujourd'hui, les Néerlandais sur le terrain, ceux qui étaient en défense, à mon humble avis, ils ont fait un match plus que correct. Parce qu'en termes de leadership, en termes de force tactique défensive, aujourd'hui, ils étaient manquants. Van Dijk et De Ligt, c'est pas des petits joueurs. Ils sont pas là, les autres se sont gérés. Il y avait même un petit de 19 ans qui a fait quand même un très bon match. Donc à un moment donné, quand même, Frank de Boer est venu et il est resté fidèle à ses principes. Il est resté fidèle à son 3-5-2, 3 je sais pas quoi, appelez-le comme vous voulez. Et ce dispositif tactique-là a permis, je dis bien, de voir le meilleur de Wijnaldum. Parce que les Néerlandais, quand même, qu'on le veuille ou non, ils avaient des ailiers qui étaient des latéraux, qui étaient très très offensifs. Et au-delà de cela, ils avaient au milieu de terrain constamment un milieu qui créait un surnombre offensif avec Weghorst et avec Memphis Depay. Et ce milieu-là, c'était qui aujourd'hui? Georginio Wijnaldum. La preuve, il est venu claquer son but. Donc franchement, on va être très sérieux. On peut parler jusqu'à demain. Mais à mon humble avis, j'ai hâte de voir encore plus cette équipe de Pays-Bas là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un dispositif tactique qui était intéressant, qui était bizarre, qui était un peu futuristique. Franchement, moi-même, je vais être honnête avec vous, j'ai pas trop compris. Mais je me suis dit, ok, ça a l'air bien, ok. Bon, peut-être que quand De Ligt va venir, défensivement, face à une meilleure attaque, ils vont être plus solides et tout ça. Mais offensivement parlant, ça m'a plu de voir constamment Wijnaldum quitter le milieu de terrain, aller coller la ligne défensive, je dis bien adverse. Et c'est ça qui crée ce surnom-là, et c'est ça qui crée les décalages, et c'est ça qui a permis à Dumfries. Les gars qui jouent à FIFA, ils connaissent Dumfries. Dumfries à FIFA, c'est les boys rapides là. C'est les boys, tu joues à FIFA Ultimate Team contre des équipes Bundesliga, tu comprends pas. C'est ça, non? C'est Bundesliga. Non, des équipes. Non, même pas. Des équipes, comment on appelle ça? Hybrides. C'est-à-dire que les gars, ils ont des Bundesliga ici, ils ont un peu de. Comment ça s'appelle? D'Eredivisie ici et tout. Et Dumfries, c'est ce genre de joueur-là, quoi. Dans la vitesse, en fait. Et aujourd'hui, dans la vitesse, il a été excellent. Il a marqué d'ailleurs son premier but en équipe nationale, tout comme Weghorst. Donc franchement, les Néerlandais, très bon match, top performance. J'ai hâte de les voir, comme je dis, beaucoup plus au courant de la compétition. Memphis Depay va signer au Barça, Memphis Depay doit se gérer. Memphis Depay doit se gérer, Memphis Depay doit se gérer. Je dis bien Memphis doit se gérer. Parce que Memphis, aujourd'hui, quand même, il fait un début de match sensationnel. Petit pont, papa, il est parti. Frappe du gauche, il doit claquer. On se dit, waouh, Memphis quand même. Et après, il disparaît. Il disparaît complètement. Il disparaît complètement. À part faire des remises taillonnades, j'ai pas vu Memphis Depay dans l'impact. J'ai besoin de voir Memphis Depay. Différence 1 contre 1, j'ai besoin de voir Memphis Depay. Memphis Depay, il pénètre, il dribble un joueur, le deuxième, il ne le dribble pas, il perd le ballon. Memphis doit faire une passe vers l'avant, il en fait une vers l'arrière. Je suis désolé quand même. Memphis Depay, c'est un boy talentueux. Il a l'air comment on appelle ça? Il a l'air affûté comme jamais, en pleine forme. Mais aujourd'hui, en termes de rendement, c'était négatif. Franchement, Memphis peut mieux faire. Comme je disais en début de débrief, l'Autriche a gagné 3-1 face à la Macédoine du Nord. Mais j'ai envie de lever mon chapeau aux Macédoniens. Pourquoi? Parce que déjà, moi, la Macédoine, je vais être honnête avec vous, je regarde l'équipe, on va pas venir vous mentir, c'est pas comme si on connaissait cette équipe-là. Mais on a entendu parler, on sait qu'il y a quelques temps, ils ont battu les Allemands. Tu te dis, l'Allemagne, l'Autriche, c'est la même chose. Franchement, on va être sérieux, c'est presque la même chose. Parce que la plupart des joueurs autrichiens, je pense qu'il y a au moins 21 joueurs autrichiens sur les 25 qui jouent tous en Bundesliga. On le sait tous, c'est des boys qui sont entre
Leverkusen, Leipzig, etc. Donc aujourd'hui, je me dis quand même, cette équipe de Macédoine-là, elle a battu l'Allemagne. Cependant, si tu regardes la manière à laquelle elle a battu l'Allemagne, c'est pas comme ça qu'elle a joué aujourd'hui face à cette équipe-là de l'Autriche. Quand la Macédoine bat l'Allemagne, c'est une équipe de la Macédoine qui surprend les Allemands, mais c'est une équipe de la Macédoine qui après accepte, je dis bien, de subir le match, accepte, je dis bien, d'être collectivement disciplinés et d'être collectivement solidaires. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les Allemands, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, les Allemands ont forcé, ils ont essayé de marquer, d'égaliser et voire même de gagner ce match-là. Ils arrivent aujourd'hui, ils jouent face à l'Autriche. Mais les Macédoniens, à un moment donné dans le match, ils se sont dit ils peuvent gagner le match. En fait, c'est ça qui les a tués 3-1 en fin de match. Parce que ton dispositif tactique là, à 5 derrière, je suis désolé, il me pose problème le 5-3-2 de la Macédoine. Parce que le 5-3-2 de la Macédoine fait de telle sorte que les latéraux sont obligés de soutenir les attaquants. Pourquoi les latéraux de la Macédoine sont obligés de soutenir les attaquants? Parce que les attaquants de la Macédoine ne sont pas assez rapides. Ils ne sont pas assez vifs. Goran Pandev, 37 ans, tout ça là, c'est des grands joueurs, c'est des légendes, c'est des tontons, c'est des papas, c'est des grands-pères, mais en réalité, ils n'ont pas la vivacité pour créer la différence pour une équipe qui souhaite jouer en contre. Donc, du coup, quand tu vois que c'est 1-1, que le match il est intéressant, toi, tu es la Macédoine, tu commences à sentir l'affaire, tu te dis, je peux attaquer, je peux jouer, je peux attaquer. Ils attaquent, ils gardent trop le ballon, et quand ils le perdent, ils se font surprendre. Aujourd'hui, je suis désolé, si tu regardes bien, 2 des 3 buts, ça vient de centre et d'intercalation entre le latéral et le premier défenseur. Constamment, tu as un Autrichien qui vient profiter. Franchement, la Macédoine, comme je dis, je leur lève mon chapeau parce qu'ils sont venus jouer au football. Et c'est ça qui fait plaisir. Ils ont perdu, tout simplement, parce qu'ils ont refusé de défendre réellement. À un moment donné, ils ont cru qu'ils pouvaient créer l'exploit, ils ont cru qu'ils pouvaient battre cette équipe-là. Malheureusement, c'est dommage. C'est difficile de battre une équipe aussi complète, je dis bien, que l'Autriche. Parce que individuellement parlant, qu'on le veuille ou non, les Autrichiens sont plus forts que les Macédoniens. Nous, à la Macédoine, là, on connaît que Alioski de Leeds, voilà, bon joueur, et Goran Pandev de 2010. C'est tout. À part ça, on connaît personne. Granit Xhaka, il a dit qu'il veut quitter Arsenal ou il va quitter Arsenal. Bref, Granit Xhaka serait sur le départ d'Arsenal. Mais Sabitzer vient, mais Sabitzer, encore voilà un joueur, mais dans l'argne là, c'est que Sabitzer, lui, il se bat. Franchement, lui, il se bat, il n'a pas peur, lui. Début de match, première minute, il est déjà prêt à faire des tacles, à se battre, à prendre un carton, il s'en fout, il finit le match. Top player, franchement, Sabitzer. Et lui, je l'aime bien parce que dans l'intensité, il est constamment là. Il a un super volume de jeu et ça fait longtemps qu'on le voit performer à Leipzig. Il est temps que quelqu'un vienne le chercher. Boy, viens à Arsenal. J'ai envie de parler quand même aussi, au-delà de Sabitzer, de Alaba. Parce que quand même, je me demande, que fait le sélectionneur de l'Autriche? À quoi est-ce qu'il joue? De où Alaba est le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs, je dis bien, de ton équipe, et Alaba, tu ne le fais pas jouer quand même, soyons très sérieux, d'une manière un peu plus offensive sur le terrain. Que fait Alaba en position de libéral défenseur central, franchement, en début de match? Quand tu vois Alaba, t'es choqué. Non, mais t'es choqué. Tu dis Alaba, va là-bas, qu'est-ce que tu fais? Mais va là-bas. Non, franchement, mais Alaba, mais c'est pas possible. Alaba, il est monté 2-3 fois, il a fait passe décisive. Alaba, je suis désolé quand même, on doit le considérer comme Alphonso Davies avec le Canada. Quand le Canada joue avec Alphonso Davies, regardez bien, il claque souvent des doublés, des triplés, il claque beaucoup de buts, Alphonso Davies. Parce qu'avec le Canada, il n'a pas une position ni un comportement défensif comme il a avec le Bayern. Franchement, aujourd'hui, au Canada, il y a énormément de très bons joueurs, mais il n'y a pas beaucoup de très bons joueurs du calibre d'Alphonso Davies, du calibre de Jonathan David. Franchement, autant Davies, il gagne la Bundesliga, autant David, il gagne la Ligue 1. Donc, que fait Alaba dans ce positionnement défensif-là? Parce que Alaba, aujourd'hui, à chaque fois qu'il est monté, il a été dangereux. Je suis désolé, il va falloir que le coach autrichien se gère. On veut voir Alaba plus haut sur le terrain. Bon la famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs avec la Copa América qui va commencer dès ce soir. Et ouais, dès ce dimanche soir, la Copa América qui commence avec le Brésil en match d'ouverture face à la Venezuela. D'ici là la famille, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.